Oui. Oh. Test, test. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien dans le fond? Oui. Super. J'aimerais d'abord commencer par remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui. Malheureusement, j'aimerais que vous vous donniez tous une bonne main d'applaudissements, sérieux. Il fallait le faire pour être là aujourd'hui, sérieux. Et je vous remercie tous un par un, tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui. Je m'attendais peut-être à avoir un peu plus de monde, mais comme vous le voyez, la météo, elle joue pas en notre faveur. Je trouve ça déjà vraiment incroyable qu'on soit peut-être une cinquantaine de personnes ici en ce moment pour une cause qui me tient à cœur. Vous savez que moi, personnellement, pendant 8 ans que je me bats pour cette répression policière, cette injustice policière qui survient surtout dans nos quartiers où la majorité des jeunes sont brimés. Et puis moi, je trouve ça un peu dommage que l'individu, encore en 2025, doit se battre pour certains droits acquis sur lesquels on s'est battu tant d'années à avoir. Et ce qu'on voulait faire, c'était une marche pacifique, mais vu la météo, je pense que on va laisser les gens s'exprimer, ceux et celles qui veulent s'exprimer. On en aura pour une trentaine de minutes et après, je pense que ça va être bon. On va laisser faire la marche. On a quand même un côté humain. C'est déjà assez exceptionnel, comme je vous ai dit, le fait que vous soyez tous là ici avec cette météo. Et aussi, on est proche du jour du souvenir. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais bon, tout ça aussi pour pas oublier qu'est-ce qui est arrivé au début de l'année à Abissaï Cruz. Mes salutations à toute la famille. Je vous envoie tout mon soutien. Vous avez toute ma force, on est ensemble. Aux jeunes Noran aussi, tout récemment. Vous avez tout mon soutien aussi. Moi, ça fait 8 ans que je me bats contre cette répression policière. J'ai divorcé, j'ai eu des problèmes de famille, j'ai perdu 3 emplois, j'ai fini à la rue, mais j'ai quand même persévéré, j'ai décidé de tenir mon bout, de continuer à me battre. Il y a une différence entre ceux qui parlent et ceux qui agissent. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont présents ici, vous montrez que vous êtes prêts et aptes à poser des actions pour que les choses changent. Et je vous en remercie du fond de mon cœur. Donc, merci. Donc, j'aimerais commencer par Ted. Où est Ted? Ça sera... Ah, il est là. Il y a quelques mots à nous dire, donc je laisse la parole à Ted. Merci. Merci tout le monde. C'est joli, c'est l'hiver. Mais merci d'être là tout le monde, c'est très important. Donc j'ai juste 3 choses à exprimer. Un, c'est que la police tue. La police tue tout le temps. On connaît les noms. Anthony Griffin, Marcellus François, Trevor Kelly, K.M. Registe, Freddie Villanueva, Sheffield Matthews et ainsi de suite. Depuis 1987, la police à Montréal a tué 73 personnes selon les chiffres de Alex Popovic. C'est 73 personnes des voisins, des membres de famille qui sont plus là. Et on sait que dans aucun de ces cas, le policier n'a été congédié ou envoyé en prison. Nous avons une institution au Québec qui s'appelle le Bureau des enquêtes indépendants, qui n'est pas indépendant. En anglais, on dit que c'est un chien de garde, mais si j'ai un chien de garde et mon appartement est volé chaque semaine, je pense à voir que peut-être le chien de garde est impliqué dans le crime. Mais le problème, ce n'est pas juste le BEI. Il y a des systèmes ailleurs qui sont un peu mieux que notre système, mais pas beaucoup mieux. Ce qui nous montre que la police partout au monde a le droit de tuer, la responsabilité de tuer. Une police qui ne tue pas n'est pas la police. C'est pour ça que nous avons un slogan en français, flic, porc, assassin. 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 Deuxième chose, la police terrorise. Alors que la police tue 1-2 fois par an dans notre ville, la police terrorise les communautés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La police harcèle le monde. La police interpelle
la police abuse, la police donne des contraventions. Et évidemment, il y a certaines communautés qui sont plus terrorisées et ciblées que d'autres. Il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de Montréal ou de cette colonie de peuplement qui s'appelle le Canada que la police n'a pas été une source de terreur dans les communautés noires, autochtones et pauvres. C'est leur rôle. Police terroriste. Et c'est global. Et c'est pour ça que nous avons un slogan en anglais, SPVM, KKK, IOF, they're all the same. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. Troisième chose, la police est réformée. Je répète, la police est réformée. Depuis les années 80, à Montréal et un peu partout au monde, on a vu toute une série de réformes policières mises en œuvre. La police reçoit des formations multiculturelles et antiracistes. On embauche plus de policiers racisés, des femmes, des policiers LGBTQ. On multiplie des espaces d'échange et de partenariats entre la police et les communautés. Et tout au long de cette histoire, la police a continué à tuer et de terroriser les communautés. Les réformes ont augmenté la violence de la police. Les réformes ont permis à la police d'entrer dans des espaces communautaires et les partenariats avec la communauté a servi à justifier ce que la police fait. La police peut toujours compter sur les alliés dans la communauté. Donc, si on est en colère aujourd'hui, si on est en colère contre la police qui tue et qui terrorise, on est en colère contre une police qui est réformée. Donc, on ne peut pas ici revendiquer des réformes comme plus de formation, d'embauche de plus de policiers racisés ou des caméras corporelles. Je m'excuse. Ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire, c'est d'organiser pour réduire le rôle de la police dans nos communautés et surtout dans les communautés ciblées par la police. On peut s'organiser pour défendre nos voisins des communautés de la police, de marginaliser, de enlever la police de certains espaces et de mettre en œuvre des pratiques communautaires qui nous gardent en sécurité. C'est à nous de bâtir un autre monde avec de moins en moins de police et de plus en plus de justice, de solidarité et d'amour. On peut le faire, on va le faire. Merci tout le monde d'être là. Merci beaucoup, Ted. On va passer à Alexandre Popovitch. Est-ce qu'il est là? Oui, monsieur Popovitch, c'est à vous. On vous laisse la parole. Chers amis, j'ai une question toute simple. Comment ça se fait que le policier qui a tué Nouran Rezaï a toujours pas été mis en état d'arrestation pour meurtre au premier degré? Comment ça se fait que personne n'a passé les menottes à ce policier-là en lui disant ses droits? Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans les médias mainstream qui se pose cette question-là? Comment ça se fait que cette indéfendable impunité ne fait pas la une des journaux? Et comment ça se fait que le nom du policier qui a tué Nouran est toujours pas connu du public? Comment ça se fait que les journalistes acceptent qu'un tueur d'enfants bénéficie de l'immunité en plus de l'anonymat? Je vais vous dire de quoi, moi. Dans plusieurs villes aux États-Unis, quand il y a un policier qui tue un citoyen, non seulement son nom est rendu public, mais souvent aussi son nombre d'années de service et parfois même son dossier disciplinaire. Comment ça se fait que c'est pas la même affaire ici? Hein? Comment ça se fait? Évidemment, il y a des gens qui vont dire « Attendons la fin de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes pour savoir pourquoi le policier a tiré Nouran. » Moi, je vais vous dire de quoi. Vous vous trompez.
vous vous trompez parce que l'enquête du BEI ne permettra pas de répondre à cette question-là. La raison est très simple, c'est parce que le lobby policier est allé se battre devant les tribunaux pour obtenir que les policiers qui tuent ou qui blessent gravement un citoyen ne soient plus soumis à l'obligation de donner leur version des faits au BEI. La Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec ont décidé que c'était plus important de protéger le droit au silence plutôt que le droit à l'information du public. Le policier qui a tué Nouran, là, il a peut-être déjà tué d'autres citoyens avant, puis on ne le saurait même pas. Mais tu sais, si les policiers, là, ils veulent pas répondre aux questions, ben moi, je vais répondre à leur place, OK? Le policier, là, qui a tué Nouran, là, dans le fond, il s'est dit qu'il avait le pouvoir de le tuer, puis qu'il allait rien qui allait lui arriver. Le policier qui a tué Nouran, il s'est dit, au Québec, on peut tuer n'importe qui, n'importe comment quand on est policier parce qu'on a le système derrière nous autres. Puis peut-être même aussi qu'il s'est dit que au Québec, les policiers peuvent même tuer des adolescents. Nouran, il avait 15 ans, mais c'est pas le premier adolescent à avoir été tué par un policier. Je vais vous parler de Brandon Morris, 17 ans, abattu par la Sûreté du Québec à Messine, c'est dans le bout de Maniwaki, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2015, par l'agent Frédéric Fortier. Frédéric Fortier, il a décidé d'intercepter la Toyota Corolla conduite par Brandon Morris, pas parce qu'il avait commis une infraction sur la route, juste parce qu'il s'emmerdait durant son corps de travail pour s'occuper. Il s'est dit, quand je vais vérifier ce véhicule-là. Le jeune, il a décidé d'accélérer, il n'a pas immobilisé son véhicule. S'ensuit alors une poursuite policière à haute vitesse sur une distance de 10 km qui s'est terminée dans un chemin forestier. Et lorsque la Toyota s'est immobilisée, l'agent Fortier est sorti de son véhicule, a marché jusqu'à la Toyota, et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa lampe de poche, puis il a brisé la fenêtre du côté conducteur. Il est aussi fou que ça, ce policier-là. Puis quand Brandon il a vu ça, c'est sûr qu'il a eu peur. Il a embrayé le véhicule. Puis vous savez ce qu'a fait le policier Frédéric Fortier? Il a carrément plongé le haut de son corps dans le véhicule, de sorte qu'il était par-dessus le jeune Brandon Morris lorsqu'il a tiré un coup de feu dans le cou du jeune, causant ainsi une blessure qui pardonne pas. L'agent Frédéric Fortier n'a jamais été inculpé au criminel, ni cité en déontologie, mais il a été sévèrement critiqué par le coroner Malouin lors d'une enquête publique à laquelle j'ai moi-même pu participer en tant que personne intéressée. Je vais vous parler de Riley Fairholm, 17 ans lui aussi, un jeune en crise, dépressif, une intervention policière à Lac-Brome dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018. Oui, il y avait un gun à air comprimé dans les mains. Oui, les policiers y ont pensé que c'était un vrai gun. Il y était 6 policiers, puis il y avait le sergent McGovern qui communiquait avec Riley pour lui dire « On est là pour t'aider, drop ton gun ». Ce policier-là, McGovern, a décidé de prendre une approche empathique envers le jeune Riley. Mais vous savez ce qui est arrivé? L'agent Joël Desruisseaux, après 60 secondes, il a décidé « C'est trop long, ça. Moi, je vais y tirer dessus. » Il a tiré une balle dans la tête de Riley Fairholm, alors que il menaçait personne. C'était à 1h du matin devant un restaurant désaffecté. Puis évidemment, non seulement Desruisseaux a jamais été accusé de quoi que ce soit, mais en plus de ça, à la Sûreté du Québec, ils ont décidé que c'était le sergent McGovern qui était dans le tort parce qu'il a décidé d'utiliser la désescalade au lieu d'utiliser son pistolet semi-automatique. Puis ils ont décidé que toi, McGovern, tu as besoin de plus de formation. C'est aussi tordu que ça, ce qui se passe dans le monde de la police. Shame! Je vais aussi vous parler de David Lacour.
17 ans lui aussi, abattu sur le terrain d'une école secondaire sur l'heure du midi à Sainte-Adèle le 22 janvier 2014. Le sergent Éric Deslauriers de la Sûreté du Québec est intervenu pour une histoire de char volé. Puis quand que le jeune David il a décidé de refuser de lui obéir puis de ne pas se laisser arrêter, il a tiré 2 balles sur lui devant plusieurs adolescents horrifiés. À l'époque, il n'y en avait pas de BEI, c'est le SPVM qui a enquêté là-dessus et au final, le sergent Deslauriers a été inculpé d'homicide involontaire et a été suspendu avec salaire. Et je sais, par l'accès à l'information, que son échelle salariale, c'est 100 000 $ par année. Deslauriers, au procès, il est allé plaider la légitime défense en disant « J'ai tiré parce que le véhicule est en train de foncer sur moi. » Mais vous savez quoi? La preuve balistique a démontré que c'était un mensonge. Parce que quand Deslauriers a tiré, le véhicule n'était pas en face de lui. Non. Deslauriers, il était à gauche du véhicule. Deslauriers, il voulait juste pas que le jeune se sauve, tout comme Fortier était aussi obsédé à l'idée que la Toyota ne se sauve pas. En septembre 2017, Deslauriers a été déclaré coupable. Et bien évidemment, il est allé en appel, de sorte qu'en janvier 2021, la Cour suprême du Canada a ordonné un nouveau procès. Et 3 ans plus tard, en janvier 2024, il a été acquitté à son second procès. Puis moi, quand j'ai appris ça, j'ai écrit au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, je leur ai envoyé 3 pages d'arguments pour aller en appel. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont rien répondu. Ils m'ont même pas envoyé d'accusé de réception. Alors moi, aujourd'hui, je dis honte au DPCP. Honte au DPCP parce qu'ils encouragent la violence policière en refusant systématiquement d'accuser les policiers qui font preuve de brutalité. Je dis honte au Bureau des enquêtes indépendantes parce qu'ils ont un parti pris pro-policier comme c'est pas possible. Je dis honte au commissaire à la déontologie policière parce que c'est une machine à rejeter des plaintes. Je dis honte à l'École nationale de police du Québec parce qu'ils forment les policiers à être brutaux et à tirer pour tuer. Je dis honte au gouvernement du Québec parce que c'est lui qui est ultimement responsable du DPCP, du BEI, de la déontologie policière et de l'École nationale de police du Québec. Puis en parlant de gouvernement, on vient de sortir d'élections municipales. Puis je vais vous poser une autre question. C'est qui les candidats et les partis politiques municipaux qui ont parlé de brutalité policière? C'est qui les candidats et les partis politiques municipaux qui ont parlé de profilage racial? C'est qui les candidats et les partis politiques municipaux qui ont parlé de l'explosion des budgets policiers? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais je vais vous dire de quoi. Dans 11 mois, il y a des élections générales au Québec. Je pense que ça va être le temps d'aller voir ceux qui aspirent à gouverner la province puis à leur demander c'est quoi que vous allez faire par rapport au BEI, c'est quoi que vous allez faire par rapport au DPCP, c'est quoi que vous allez faire par rapport à la déontologie policière, c'est quoi que vous allez faire par rapport à la formation policière. Mes amis, si on s'y met tous ensemble, ils n'auront pas le choix de nous entendre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Popovic. Là, on a un invité très très spécial et ça me fait plaisir de l'avoir parmi nous. C'est l'ami de la sœur, c'est la sœur de l'ami Anoran qui est parmi nous aujourd'hui, qui a fait le déplacement. Je la remercie. Donc je te laisse le micro, c'est à toi la parole. Une bonne main d'applaudissements tout le monde, s'il vous plaît. Bonjour, on m'entend bien? Parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la sœur d'un ami proche à Nouran, paix à son âme.
J'avais écrit un texte lors de la vigie qu'il y a eu à Saint-Hubert. C'est un texte, en fait, pour parler des impacts sur la communauté, c'est-à-dire pour dire aussi à quel point ce meurtre de la part du policier touche la famille de Nourane, mais touche toute une communauté, en fait, qui en subit les conséquences en ce moment. Juste pour donner du contexte par rapport au texte, mon frère s'appelle Nourak et c'est un ami de Nourane et leurs deux noms veulent dire lumière dans deux langues différentes. Je voudrais commencer en présentant mes sincères sympathies à la famille de Nourane et à ses proches. Je m'exprime aujourd'hui en tant que grande sœur de Nourak, mais aussi grande sœur à tous. Très jeune, j'ai offert à mon frère un livre sur les inégalités destinées aux enfants. Chaque jour, je lui lisais une page. Je me disais que ça lui permettrait d'avoir un regard critique sur ce monde, d'être dans l'acceptation des différences d'autrui, mais surtout, au fond de moi, je savais qu'un jour, en grandissant, en devenant adolescent et puis jeune adulte, en tant que maghrébin évoluant dans le Québec actuel, il allait vivre du racisme. Il allait vivre du profilage racial. Je me devais de le préparer à ces réalités. Toutefois, malgré ces précautions, nous ne sommes jamais préparés à une telle tragédie, celle de la perte d'un ami si cher dans des circonstances aussi injustes. Nous ressentons tous l'indignation, car Nourane n'était qu'un enfant. La société se devait de le protéger. Jamais j'aurais cru qu'un jour, mon frère écouterait la chanson « Fatigué » de Casa, et ressentirait chacune de ses paroles au plus profond de son âme. Car comme lui, et comme bien d'autres amis, ils ont perdu un frère. Maintenant, en tant que grande sœur de Nourak, mais grande sœur à tous, je me dois d'accompagner cette jeunesse dans un processus de guérison. Cette jeunesse à qui on a aussi volé l'innocence en leur faisant vivre un deuil aussi douloureux à l'âge de 15 ans. En étant ici, en honorant Nourane, en rappelant à quel point il a été un ami formidable, un frère aimant, un fils aimé, nous entamons tranquillement ce processus ensemble. En rendant justice à Nourane et en réclamant la vérité sur son histoire, nous permettrons à toute une communauté de jeunes de ne pas sombrer, de garder la tête haute, car leur ami était un jeune garçon digne. J'implore et demande à Dieu d'accorder patience et force à sa mère, son père, son frère, sa sœur, ses oncles, ses cousins et cousines pour traverser cette épreuve. Toutes mes pensées vont envers eux et nous les soutenons corps et âme. Merci encore, très apprécié. Justice pour Nourane! Justice pour Nourane, tout le monde! Justice pour Nourane! Justice pour Nourane! Merci encore très cher pour ton courage. Jeunesse au pouvoir, ce n'est que le début de grandes choses. Petit à petit, moi j'ai espoir que les choses changent. Ne désespère pas, c'est déjà un bon pas vers le... Tu comprends? Donc là, j'aimerais laisser la parole à Paul de QXM Media. Donc mon cher Paul, c'est à vous monsieur, on vous écoute. Bien le bonsoir tout le monde. La plupart d'entre vous ne me connaissez pas, je suis tout nouveau sur la scène du journalisme indépendant et de l'activisme. Moi, je suis tout à propos de la liberté d'expression, la liberté de presse et s'assurer que nos fonctionnaires, nos élus et nos policiers soient là pour nous offrir un excellent service à la clientèle et surtout de façon transparente et imputable. Et je crois pas que c'est le cas pour beaucoup de cas et vous êtes justement la preuve de ça aujourd'hui qu'il faut que ça change. Le ras-le-bol se fait sentir à tous les niveaux et je ne prétends pas connaître les différentes douleurs qui ont été faites à plusieurs d'entre vous puisque, regardez-moi là, un vieux Gen X, yeux bleus, j'ai jamais eu de problème avec les policiers toute ma vie. Mais j'ai décidé l'été passé, en 2024, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. La liberté d'expression, la liberté de toutes les formes de liberté ont été bafouées depuis 2020 et même avant ça, les exemples qui ont été donnés de tout ce qui est brutalité policière, il faut que ça change. Il faut que les policiers reviennent à protéger et servir, de se rappeler qu'ils ont 3 serments. Je vous invite tous en quittant aujourd'hui à aller voir la loi de la police, annexe A, annexe B et annexe D. Ils ont 3 serments. Mais quand vous posez une question à un des policiers, de se rappeler c'est quoi les serments qu'ils ont pris, et c'est quoi leur code de déontologie? Ils sont pas capables de vous le dire. Pourquoi?
Je sais pas. C'est-tu au niveau de la formation? C'est-tu au niveau du fait qu'une fois qu'ils sortent de Nicolette, ils sont influencés par les endroits où est-ce qu'ils arrivent? J'ai espoir, moi, que les personnes qui deviennent policiers, il y en a quelques-uns qui le font pour vraiment protéger, servir. Et ceux-là, il faut qu'ils deviennent nos alliés. Il faut qu'ils deviennent des éléments de changement. Il faut qu'ils deviennent des personnes qui sont là pour protéger et servir la population. Rappelez-vous. Abolissons la police et les prisons. La police et les prisons. Abolition! La police et les prisons. Ce que je... La police et les prisons! Écoutez, on va tous, et c'est ça qui est le fun là, présentement, la seule affaire qui est positive, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui vont être éveillés au fait qu'il faut arrêter de juste croire que l'autorité a toujours raison, qu'il faut toujours l'écouter. Il faut se rappeler que les policiers n'ont aucune autorité tant que vous ne commettez pas un crime ou que vous brisez pas un règlement. Zéro autorité. Zéro. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est eux le serviteur public et c'est vous le patron. Écoutez, moi, il y a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis une nature, est-ce que je dirais même, un peu trop positive, un peu trop utopique. Mais à partir de là, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut aussi. Un bon flic est au cimetière. Un bon flic est au cimetière. Écoutez, je veux juste amener les points que c'est bien de dire ce que l'on veut plus, mais il faut dire aussi ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous croyez qu'une société peut exister sans policiers. Moi, je crois que pour les vrais criminels, ça prend du monde pour s'en occuper. Mais venez me parler après, venez me le dire, pour les vrais criminels. Pas pour collecter de l'argent pour des institutions, pas pour s'engraisser eux autres mêmes. Donc, ce point que je voulais amener, c'était ça, qu'il faut de plus en plus que le monde se parle, débatte ensemble et arrête de s'enterrer la tête dans le sable du fait qu'il faut absolument respecter les policiers à tout prix. Il faut arrêter ça. Les policiers, s'ils font bien leur rôle, ce sont des serviteurs publics et on les paye des assez cher. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Justice pour Nourane! Justice pour Abi Saïd! Justice pour Abi Saïd! Justice pour Nourane! Justice pour Nourane! Justice pour Nourane! Imputabilité pour le PEI! Oh, il n'y a personne qui l'attend, celle-là, hein? Non. Mais... Correct, il est tombé tantôt au fou. Merci Paul encore pour ces mots. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre parmi vous qui a quelque chose ou un message à passer, si possible? Non, personne d'autre parmi vous veut passer un message? À qui la rue? À nous la rue! C'est à nous la rue, à ce qui paraît. Malgré les intempéries, écoutez les gens, je suis vraiment content que vous soyez déplacés en grand nombre aujourd'hui. On était supposé faire une marche, mais j'ai pris la décision, surtout pour des motifs, on va dire, humanitaires avec le froid et la neige, que c'est bon, on va laisser faire la marche et on devrait revenir plus fort à une autre date. J'espère qu'il y aura plus de personnes qui vont répondre présent. Je sais que c'était pas évident avec la grève, la météo et déployer tout ce monde-là, mais je vous remercie à tous ceux et celles qui ont été présents aujourd'hui. Et comme je vous dis, j'ai encore espoir que les choses changent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à la prochaine. Et n'oubliez pas, on garde en mémoire tous les défunts, tous ceux et celles qui sont décédés sur les mains de policiers qui n'ont pas été imputables. Bonne soirée tout le monde. No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! No peace!
transparence égale confiance.